Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce premier numéro d'International de 2017. Nous formulons, bien sûr, les trois journaux, les médias qui constituent cette émission, c'est-à-dire RFI avec Sophie Malibaud, Le Monde avec Christophe Hayat et bien sûr TV5 Monde. Nous formulons tous les vœux pour cette année, dont celui, certes peut-être illusoire, d'une actualité un peu moins dramatique. Notre première invitée de l'année est une invitée et son titre est déjà pour nous une source de questions. Anne-Marie Descotes, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice générale de la mondialisation au ministère français des Affaires étrangères, directrice générale de la culture, de l'enseignement et du développement international. Vous êtes en fait haut fonctionnaire à ce ministère, dont vous gérez une partie importante du budget avec beaucoup de fonctions. Nous avons donc évidemment beaucoup de questions à vous poser. En fait, votre fonction, s'il fallait être plus clair, je dirais que vous êtes en charge de l'influence et du rayonnement de la France dans le monde. C'est dire que vous avez toute votre place dans cette émission. Première question, est-ce qu'on peut être directrice générale de la mondialisation ? Bien sûr, la preuve, la Direction générale de la mondialisation a été créée, c'est peut-être utile de le rappeler en quelques mots, en 2009, au moment où il est apparu nécessaire, après notamment les réflexions portées par Alain Juppé et Louis Schweitzer sur la diplomatie française, eh bien, de mettre en œuvre une nouvelle forme de diplomatie, une diplomatie globale, et de la traduire dans l'organisation même des services du ministère, d'où la création de cette direction générale de la mondialisation qui regroupe l'ensemble des services et des politiques par lesquels la France se projette à l'étranger. Nous vous posions cette première question parce qu'aujourd'hui, dans l'acception générale, mondialisation, ça rime avec délocalisation, avec l'émigration. Bref, ça a une image plutôt délétère. La mondialisation, ça ne fait plus rêver personne. Tout à fait. La mondialisation est aujourd'hui peut-être arrivée à son maximum, mais la mondialisation, c'est une situation, c'est un fait, c'est ce formidable accroissement des échanges que le développement des technologies a rendu encore plus grand et plus fort, et dont il faut effectivement réguler constamment les effets. Christophe Hayat, Le Monde. Anne-Marie Descotes, est-ce que vous pensez que l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, ça marque un tournant dans cette mondialisation, c'est-à-dire la fin de l'expansion des accords commerciaux et des échanges ? Alors, il est encore un peu tôt pour le dire, et pour l'instant, nous ne pouvons que nous baser sur les déclarations de M. Trump pendant sa campagne et depuis son élection. Nous allons voir quelle équipe il va finalement mettre en place et pour quelle politique. Il a effectivement critiqué un certain nombre d'accords commerciaux. Il a annoncé vouloir mettre fin à certaines négociations, mais je pense que c'est aussi un homme réaliste et l'économie américaine est extrêmement engagée au plan international et donc il n'y aura pas un coup d'arrêt. Mais le fait qu'il faille une régulation, ça c'est un sujet que la France a toujours porté. Oui, Anne-Marie Descotes, ce qui ne souffre aucune ambiguïté pour l'instant avec Donald Trump, c'est qu'il est bien décidé à recourir au protectionnisme et à défendre les industries américaines. On le voit avec l'automobile. Est-ce que vous êtes en train de plancher sur une réponse à ce type de déclaration, à ce type de programme de la part de Trump? Alors, bien sûr, nous sommes tous mobilisés devant cette évolution qui est extrêmement importante et qui aura des répercussions très sensibles et très larges sur notre façon de faire de la diplomatie et sur l'organisation de la politique internationale, puisque M. Trump a aussi remis en cause le rôle des organisations internationales. Et donc, il faut s'y préparer. Nous ne sommes pas seuls. Nous nous y préparons évidemment avec nos partenaires européens, puisque en particulier dans le domaine commercial, cette politique, elle est définie au niveau européen. Donc, il faut encore une fois attendre de voir très concrètement ce que veut et ce que demande l'administration américaine. Et il lui faudra aussi un certain réalisme. Les choses ne peuvent pas être détricotées du jour au lendemain. Est-ce qu'on peut imaginer que la solution soit la loi du talion? Il recourt au protectionnisme. Nous aussi, on recourt au protectionnisme? Non, je ne crois pas qu'on en soit là. Enfin, je ne peux pas prédire l'avenir, mais je pense quand même qu'un certain nombre de réalités existent. Monsieur Trump est aussi un homme d'affaires. Il a montré qu'il était réaliste, qu'il était sensible à ce que disaient les entrepreneurs et les milieux d'affaires. Et donc, il y a d'énormes intérêts en jeu. Je ne pense pas que les choses puissent bouger du jour au lendemain, mais il faut effectivement être très vigilant. Mais vous parlez de l'Union européenne.
on a l'impression quand même que c'est un acteur affaibli. C'est-à-dire que comment répondre aux États-Unis au moment où on est en train d'essayer éventuellement de définir les futurs liens entre le Royaume-Uni et l'Union européenne dans le cadre du Brexit. C'est-à-dire la mondialisation malheureuse, elle touche l'Europe en premier déjà. Les effets négatifs de la mondialisation, ils peuvent se sentir partout dans le monde. Et encore une fois, ça n'est pas une chose, ça n'est pas une réalité nouvelle. Et la France a toujours porté des positions extrêmement vigoureuses et offensives pour essayer de contrecarrer les effets négatifs de la mondialisation. Et si nous avons été critiques sur certains accords commerciaux, c'est bien pour faire valoir la protection des consommateurs et des entreprises. Est-ce qu'on est allé trop loin sans prendre en compte... non, pas la France, l'Europe. Est-ce qu'elle est allée trop loin dans l'ouverture des frontières, dans la libre circulation des services, etc. Et qu'on n'a pas mesuré l'effet que ça a eu sur les opinions? Peut-on ajouter une citation du vice-chancelier allemand ce matin, Sigmar Gabriel, qui dit « On ne peut pas exclure un délitement total de l'Europe ». Espérons que non, et nous avons un énorme chantier devant nous. Je crois que cette déclaration qui est très alarmiste, eh bien, doit nous pousser à rechercher des solutions ensemble, très certainement en franco-allemand. Je crois que le couple franco-allemand est plus que jamais indispensable pour redéfinir les priorités de l'Europe et essayer de rester fort dans ce contexte extrêmement incertain. Est-ce que nous sommes allés trop loin par le passé dans l'ouverture des marchés? Il y a peut-être des correctifs à apporter. En tout cas, nous l'avons dit sur la négociation du TTIP, et nous allons aujourd'hui, avec nos partenaires, nous employer à répondre à ces craintes qui se sont manifestées au travers du scrutin américain et d'autres scrutins également en Europe. Vous parlez du TTIP, le projet de traité transatlantique. C'est fini avec Trump. Déjà qu'il était quasiment à l'arrêt et que la France a demandé la suspension des négociations, là, avec l'arrivée de Trump, c'est totalement fini. Je crois que pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de perspective d'avancer sur ce traité, mais l'histoire n'est pas finie. Et encore une fois, il faut qu'avec les équipes qui vont se mettre en place, eh bien, nous engagions au titre bilatéral, parce que la France a des relations à poursuivre avec les équipes américaines, et au niveau multilatéral, avec nos partenaires européens, nous devons eh bien, voir quels seront les programmes d'action des équipes américaines et comment nous définissons notre position. On parlait tout à l'heure de protectionnisme, c'est-à-dire du rôle que l'État peut jouer ou que les États peuvent jouer en Europe pour aider leurs industries. On apprend aujourd'hui que Airbus, par exemple, prévoit plus de 1600 suppressions de postes. Est-ce que ça signifie que les États d'Europe qui forment Airbus doivent faire quelque chose pour sauver ces emplois? Les syndicats s'inquiètent de la recherche-développement, par exemple? Alors, je crois qu'il est courant que des grands groupes procèdent à des évolutions et à des restructurations. Ce que les États doivent faire, ce n'est pas se substituer aux entreprises ni prendre des décisions à leur place, mais bien évidemment suivre de près ces évolutions, veiller à ce que les mouvements soient accompagnés et regarder pourquoi ils ont lieu. Est-ce qu'il s'agit de délocalisation? Est-ce qu'il s'agit de réorientation de certains emplois? Parce qu'il y a aujourd'hui, avec les évolutions technologiques, une évolution considérable du marché du travail, une évolution considérable des profils recherchés. Et ce que les États doivent faire, c'est créer autour l'environnement juridique et social qui va permettre d'amortir ces chocs, de les accompagner et d'aider les entreprises à créer de nouveaux emplois. Le carnet de commandes d'Airbus est par ailleurs tout à fait impressionnant, et donc il y aura des adaptations qui s'observent aujourd'hui dans l'ensemble des domaines de l'économie et de l'industrie. Anne-Marie Descotes, je voudrais revenir sur l'Union européenne. Vous croyez vraiment que on va arriver à un Brexit en 2 ans? Là aussi, vous me demandez de regarder dans la boule de cristal. Ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est que lorsque les négociations commenceront,
Il faudra aller le plus vite possible. C'est notre souhait. Voilà. Théoriquement en mars. Et donc, ce que nous savons, c'est qu'il faudra au moins 2 ans. Peut-être les négociations seront-elles plus longues. En tout cas, nous ferons notre possible et nous voulons convaincre également tous nos partenaires que le mieux serait d'arriver le plus vite possible à la fin pour avoir une situation claire. Parce que le pire pour l'Europe comme pour chacun des États membres et pour le Royaume-Uni aussi, serait de faire perdurer une situation où on ne saurait pas exactement quel est le point d'atterrissage, parce que pour l'ensemble des acteurs économiques, c'est très important de savoir dans quel cadre ils opèrent. Et ça, c'est une vérité, je dirais, dans le monde entier. La sécurité juridique pour les acteurs, pour les citoyens, pour les étudiants, pour l'ensemble des personnes, c'est fondamental et c'est un des sujets que nous traitons au quotidien à la Direction générale de la mondialisation. Comment vous avez vu venir le résultat de ce référendum ? Il y avait quand même un risque que ça se produise, on le savait. Et on se retrouve sans plan B. Est-ce que chaque gouvernement n'est pas un peu fautif en Europe de ne pas avoir envisagé que les électeurs pouvaient opter pour cette solution ? Alors, je crois qu'il y a eu sans doute une erreur d'appréciation largement partagée. Je crois que les autorités britanniques, à l'époque, ont été elles-mêmes surprises, puisqu'elles étaient peut-être moins que nous encore préparées à cette situation. Et donc, aujourd'hui, eh bien, dans l'ensemble des pays, dans l'ensemble des États membres, et bien sûr au niveau de la Commission européenne, cette préparation a lieu. Elle a lieu depuis maintenant près de 8 mois. Donc, nous sommes, je crois, prêts à accueillir la demande de l'Union européenne et à mener cette négociation. On ne peut pas exclure aujourd'hui que d'autres pays, dont peut-être la France, organisent de tels référendums. Ça vous inquiète ? Je crois qu'il faut être effectivement extrêmement vigilant. C'est un signal d'alarme dont il faut tenir compte et il faut certainement analyser très en profondeur ce qui a pu conduire à cette manifestation, à cette expression de la part des citoyens et voir comment l'Union européenne peut aider les États membres à enrayer ce type d'évolution et la montée des populismes. Mais justement, vous parlez de vigilance. Qu'est-ce que ça veut dire vigilance ? Concrètement, qu'est-ce qui est fait depuis que ce référendum a produit des résultats pour que les Italiens, pour que les Français ou d'autres ne suivent pas le même chemin ? On n'a pas l'impression qu'il y ait une mobilisation, que quoi que ce soit de concret se passe pour empêcher ça. On parle de vigilance. Je crois que d'abord il appartient à chacun des États d'organiser le travail de communication vis-à-vis des opinions publiques et la préparation. La communication, ce ne sont pas des actes qu'on a. Et la préparation des échéances électorales. Ensuite, au niveau de l'Union européenne, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises pour relancer la croissance et dont il faut aujourd'hui attendre, bien sûr, les effets. Les négociations du TTIP, qui était un sujet qui inquiétait beaucoup les opinions, ont été suspendues. Et donc, je crois que pour notre part, nous essayons au quotidien de voir comment nos entreprises peuvent agir dans un cadre légal le plus sûr possible, pas simplement en Europe, parce que là, je crois que les choses sont relativement bien contrôlées, mais en dehors de l'Europe. Et là, nous devons agir avec nos partenaires en Asie, en Afrique notamment. Mais qu'est-ce que doit être l'Europe ? Est-ce que c'est un projet politique d'intégration qui va vers une sorte d'entité commune, avec des règles communes, etc. Ou est-ce que c'est finalement un club de gens qui échangent à minima ce qui est pratique, c'est-à-dire, je ne sais pas, des biens, des services et éventuellement moins de frontières intérieures, point. On a l'impression que le projet européen s'est arrêté, il est perdu. Alors là, vous m'interrogez, si je faisais une réponse, je dirais entre guillemets, de fonctionnaire, je dirais que vous m'invitez à traiter d'un sujet qui n'est pas celui que couvre directement la Direction générale de la mondialisation, mais je vous répondrai quand même qu'on n'est pas tout à fait dans cette alternative dans la construction européenne. On est déjà bien au-delà. On est déjà bien au-delà dans l'intégration. Et aujourd'hui, on voit, il y a un espace. On va fêter dans quelques jours le 30e anniversaire du programme Erasmus. C'est un exemple formidable d'intégration.
Dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'éducation, il y a des avancées colossales pour les étudiants, pour les jeunes. Il y a des programmes en faveur de la jeunesse, il y a des programmes en faveur de la culture. Et donc, l'intégration, elle n'est pas simplement économique. Il ne s'agit pas simplement de faciliter l'échange de biens et de services, mais d'aller véritablement vers la construction d'un espace commun que l'ensemble des populations puissent s'approprier. Alors, on n'a peut-être pas encore poussé les processus suffisamment loin, mais je crois qu'on a largement avancé en ce sens. Alors je le disais, Anne-Marie Descotes, vous êtes donc en gros en charge de l'influence et du rayonnement de la France dans le monde. Est-ce que la France a les moyens aujourd'hui, les États sont pauvres. La France a des problèmes de budget. Comment est-ce qu'on assure ce rayonnement? Le deuxième réseau diplomatique au monde, avec peut-être la Chine, 2 ou 3e, lorsque l'argent se fait aussi rare? Alors, lorsque effectivement l'argent se fait rare, puisque effectivement le ministère des Affaires étrangères a subi, comme l'ensemble des administrations, je dirais, la cure d'économie à laquelle nous avons dû nous soumettre pour respecter les critères. On trouve d'autres partenaires. Comment est-ce qu'on fait? Alors effectivement, on agit autrement. D'abord, ce qu'on constate, nous avons effectivement une présence très 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 large dans le monde. Vous l'avez dit. Le 2e ou 3e réseau diplomatique, 150 instituts français, un réseau d'alliances françaises de plus de 800 alliances françaises sur lesquelles nous nous appuyons au quotidien, 6000 agents, 500 établissements scolaires français. Bref, je dirais un maillage du territoire sur lequel nous pouvons nous appuyer pour rechercher au quotidien des partenaires. Alors, les partenaires, ce sont notamment les gouvernements étrangers. Il y a beaucoup de gouvernements étrangers qui nous demandent de participer au financement de certains programmes de formation ou de bourse pour l'enseignement supérieur parce qu'ils souhaitent profiter de l'expertise française et de l'excellence française. Dans le domaine culturel, nous sommes également en partenariat avec des organisations, des ONG, des acteurs publics ou privés sur le terrain. La France a encore les moyens de ce rayonnement? Eh bien, ou c'est un héritage des dernières décennies? Est-ce qu'il faudra faire des coupes, peut-être, dans certains instituts, dans la présence diplomatique? Non, je pense pour ma part que nous sommes arrivés peut-être j'espère, à la fin d'un processus. Et il me semble qu'il serait difficile d'aller plus loin dans la rationalisation et la contrainte budgétaire. Et j'espère qu'il y aura un sursaut, notamment avec l'aide du Parlement, comme nous l'avons vu lors du dernier débat budgétaire sur la politique de développement. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec notamment les nouvelles technologies et le numérique, nous avons une capacité de rayonnement qui peut être démultipliée. Et je crois que nous en faisons la preuve tous les jours. Les industries culturelles et créatives sont un domaine extraordinairement créateur de richesses. Il faut savoir que les industries culturelles et créatives, c'est 4 à 5 fois plus de richesses que le secteur automobile dans l'économie française. C'est considérable. Et donc, il est extrêmement important que nous puissions rayonner dans ce domaine, faire connaître nos acteurs, notre potentiel, et continuer parce que je crois que ce qui est vraiment la marque de fabrique de la politique d'influence de la France, et c'est pour ça qu'elle n'est pas, comme vous le dites, une politique de papa ou une politique du passé, c'est que nous avons constamment le souci d'associer à notre rayonnement les cultures étrangères, à les faire connaître et à prôner la diversité et la multiculturalité. Anne-Marie Descotes, cette semaine va s'ouvrir à Bamako le sommet Afrique-France. Qu'est-ce que la France va proposer à cette occasion? Est-ce qu'il va y avoir des annonces sur l'aide au développement, par exemple? Alors, ce sommet Afrique-France est très, très important. Hein. Il se situe pleinement dans la continuité du sommet qui a eu lieu en 2013 et qui lui-même marquait déjà une rupture. Pourquoi? Parce que le sommet Afrique-France maintenant réunit l'ensemble des chefs d'État africains, que ce soit des États francophones ou anglophones. Nous travaillons avec l'ensemble des États d'Afrique. Ça, c'est un point extrêmement important. En ce qui concerne les moyens de l'aide au développement, ils ont été annoncés en 2015 et mis en œuvre en 2016. Et donc, ce que nous allons pouvoir annoncer, c'est ce que nous allons en faire très concrètement avec les États africains. Anne-Marie Descotes, nous vous retrouvons après un point d'actualité sur les antennes de TV5 Monde, sur celle de RFI. À tout de suite.
Vous êtes bien sûr International, TV5 Monde, RFI, Le Quotidien, Le Monde. Notre invitée aujourd'hui, Anne-Marie Descotes, directrice générale de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international. Nous disions avant cette pause d'actualité que vous étiez en fait en charge de l'influence et du rayonnement de la France dans le monde, ce qui représente beaucoup d'aspects. Nous parlions d'Afrique juste avant cette pause. Première question de Sophie Malibaud. Anne-Marie Descotes, ce sommet Afrique-France qui va s'ouvrir à Bamako vendredi, est-ce qu'une fois de plus, on ne risque pas de voir le volet politique, sécuritaire, dominer le volet économique, partenariat économique, dont les pays d'Afrique ont vraiment besoin ? Est-ce qu'une fois de plus, du fait de l'intervention française au Mali, comme on l'a dit beaucoup, est-ce que le ministre de l'Afrique en France, ça n'est pas Jean-Yves Le Drian ? Non, je ne crois pas, même si les aspects sécuritaires sont tout à fait essentiels et pour les Africains aussi. Et le Mali sait à cet égard de quoi il parle. Et lorsque nous parlons de sécurité avec les Africains, nous parlons aussi de notre sécurité. Je crois que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Mais nous allons largement parler aussi économie et formation, parce que ce sont deux enjeux absolument majeurs aujourd'hui. Un gros travail avait été lancé dès 2013, qui arrive aujourd'hui un peu en quelque sorte à maturation, avec la mise en place de la Fondation Africa France, avec le sommet des jeunes entrepreneurs. Il y a un sommet genre et entrepreneuriat qui a été organisé fin décembre en préparation de Bamako. Il y aura en marge du sommet, donc avec la participation des sociétés civiles, un sommet des entreprises, un sommet de la jeunesse. Et donc, comme je le disais, les questions qui sont majeures aujourd'hui pour les Africains de formation et d'employabilité et de développement économique seront bien sûr à l'ordre du jour. J'ajoute que nous avons également eu deux événements en amont de ce sommet à Paris au mois d'octobre. D'abord, un sommet sur le numérique, parce que nous avons mis en place un plan développement et numérique pour essayer de soutenir l'ensemble des jeunes entreprises innovantes qui s'installent en Afrique et qui sont portées notamment par les diasporas. Et puis, nous avons organisé aussi, avec notre opérateur Campus France, une plateforme des universités africaines pour leur faire rencontrer leurs consoeurs françaises et nouer des partenariats. Vous pensez inverser cette tendance qui fait que beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui regardent plutôt vers les États-Unis pour aller faire leurs études ? Oui, nous l'espérons. Il y a encore énormément de jeunes Africains qui viennent en France. Et de toute façon, je dirais, le défi est absolument colossal. Le défi de l'éducation, que ce soit l'éducation primaire ou l'enseignement supérieur, c'est le défi majeur du XXIe siècle. Partout dans le monde, il y a une demande, il y a potentiellement 200 millions d'étudiants dans le monde. Il y en a 4 millions qui sont mobiles. Nous en accueillons 300 000. Nous faisons tout pour en accueillir plus, bien évidemment. Et nous allons aussi tout faire pour que, à travers des partenariats, eh bien, les étudiants africains aient dans leur pays aussi des offres de formation à la hauteur. Mais c'est aujourd'hui le défi premier de l'Afrique, et c'est même la question, je dirais, primaire du développement. C'est-à-dire que tout part de l'éducation, tout passe par l'éducation, tout revient toujours à l'éducation. On s'aperçoit aujourd'hui, et je trouve que c'est un des constats intéressants qui a été fait aux Nations Unies l'année dernière, en septembre, c'est-à-dire un an avant l'adoption de ce nouvel agenda du développement, qui est extrêmement ambitieux, qui concerne l'ensemble des pays, riches et en développement. Et ce qu'on a constaté, c'est que pour mettre en application, pour atteindre tous les objectifs, il faut travailler non pas en silo, mais de manière globale. Et donc cette question d'éducation, elle est majeure si on veut réussir sur le volet de la santé, si on veut réussir sur le volet de la création d'entreprises. Bref, dans l'ensemble des domaines, il faut passer par l'éducation. Anne-Marie, quand on le rappelait au début de cette émission, la France possède le deuxième réseau diplomatique au monde. On a parlé d'une diplomatie économique. Alors, aujourd'hui, les ambassadeurs sont-ils en charge des rapports diplomatiques habituels, ou sont-ils, au fond, des émissaires pour développer les entreprises françaises à l'international? Est-ce que c'est davantage ça qu'on leur demande aujourd'hui? Il y a eu un changement dans la culture, dans la politique du ministère français des Affaires étrangères?
Alors, il y a eu très certainement un renforcement de ce volet depuis 4 ans. C'est absolument indéniable. Et au sein de la Direction générale de la mondialisation, on a créé une direction entièrement consacrée à la diplomatie économique. Mais ça n'est pas complètement nouveau. Je vous rappelle qu'au XVIIIe siècle, les premiers consulats avaient un rôle d'accompagnement des entreprises qui faisaient du commerce. Alors aujourd'hui, je dirais, les ambassadeurs ont toujours fait de la diplomatie économique, ont toujours veillé à accompagner les entreprises. Aujourd'hui, la grande nouveauté, c'est qu'ils y consacrent beaucoup plus de temps, 40% de leur temps, et qu'il y a surtout un accent qui est mis sur l'internationalisation des petites et des moyennes entreprises. Parce que c'est sans doute sur ce volet que nous pêchons. Les grandes entreprises sont à l'international, mais les petites entreprises ont besoin d'être aidées à... Anne-Marie Descotes, est-ce que c'est pas compliqué quand on est ambassadeur de se retrouver à représenter un pays qui est le 2e ou 3e vendeur d'armes au monde, ça marche très bien, et puis d'avoir une diplomatie sur les droits de l'homme, sur notamment, je pense, aux pays du Golfe, qui sont parmi nos premiers clients en matière de vente d'armes, et puis quand il faut parler un peu franchement sur ce qui ne va pas, comment on peut faire quand on a affaire à un client ? Et je crois que les deux se font et que nous devons avoir un langage de vérité, comme là le ministre, comme là le président de la République. Et je pense que ces deux activités ne sont pas incompatibles et que l'activité de plaidoyer de la France sur la question des droits de l'homme et des libertés fondamentales a toujours été attendue. Là aussi, elle est dans notre ADN. Nous la portons, nous continuerons de la porter dans les instances internationales. Et il n'y a pas d'incompatibilité. C'est-à-dire, dans les instances internationales, on apporte cette parole sur les droits de l'homme, sur les valeurs, etc. Mais quand on va en Arabie Saoudite, on n'ose rien dire. C'est un peu ce qui a été reproché au président de la République et au ministre depuis ces 3 dernières années. Mais je crois qu'il faut faire la différence entre ce qui est dit publiquement et les messages qui peuvent être passés autrement. Et c'est quand même tout l'art de la diplomatie, d'utiliser, je dirais, tous les canaux pour faire passer les messages. Et il faut aussi tenir compte des sensibilités, des contextes et trouver la manière, je dirais, la plus efficace de porter ce plaidoyer. Est-ce qu'il n'y a pas parfois 2 poids 2 mesures ? C'est-à-dire que pour les pays africains, on parle beaucoup de bonne gouvernance, etc. C'est la priorité, on insiste énormément là-dessus. Et effectivement, avec d'autres pays pour lesquels nos intérêts économiques sont beaucoup plus importants, à ce moment-là, ça n'est pas la priorité, c'est secondaire. La priorité s'inverse. Non, je ne crois pas. Et la preuve en est justement l'adoption en 2015 du nouvel agenda du développement, qui est un agenda universel, auxquels souscrivent non pas les pays du Nord pour le Sud, mais l'ensemble des pays développés et en développement. Et donc, dans cet agenda universel, il y a des objectifs de transparence, de bonne gouvernance, de respect des libertés individuelles et des droits auxquels l'ensemble des États signataires ont souscrit. Donc, à un moment donné, ils seront tous redevables de ce qu'ils auront fait pour mettre en œuvre ces objectifs. Et c'est là que nous devons être vigilants, rigoureux et demander à tous les États d'apporter la preuve qu'ils ont respecté ces objectifs. Vous trouvez que ça a été vraiment vigilant de laisser le Qatar entrer dans la francophonie? Maintenant, on parle de l'entrée de l'Arabie Saoudite. Il en était vraiment beaucoup question au dernier sommet de la francophonie. Donc, dans cette organisation, est-ce que c'est un moyen de faire pression pour que ces pays mettent la pédale douce sur les exécutions capitales et sur aussi l'exportation de certaines idéologies wahhabites dangereuses? Alors, je crois qu'il faut, dans l'Organisation internationale de la francophonie, distinguer les membres de plein exercice et les observateurs. Et puis, il faut... certaines décisions ont été prises sur lesquelles on peut parfois s'interroger. Je crois qu'il ne faut pas perdre espoir qu'effectivement, au sein de l'organisation, eh bien, nous puissions porter une parole plus exigeante et pousser ces États à respecter les valeurs auxquelles nous souhaitons que l'ensemble des francophones adhèrent. Justement, dans la mondialisation, qu'est-ce qu'elle représente, cette francophonie? Au-delà de l'aspect culturel, c'est aussi un ensemble diplomatique, un ensemble économique.
Oui, bien sûr. À cet égard, je renvoie au rapport qu'avait fait il y a 2 ans Jacques Attali et qui montrait que cet ensemble francophone qui est susceptible aujourd'hui, je dirais, en termes démographiques, d'évoluer énormément et de plus de 250 millions, arriver peut-être à 800 millions de francophones en 2050. Alors on sait qu'il y a des conditions pour que cela advienne. Il faut que les enfants qui naîtront aient accès au système scolaire, à la formation et à des enseignants de français. Mais c'est un espace énorme, c'est un espace avec une langue commune et à travers la langue, bien sûr, une vision du monde, des valeurs, une culture, la défense de la diversité et de la pluralité que nous portons et qui est, comme je le disais tout à l'heure, dans notre ADN. Donc, bien évidemment, c'est un espace que nous devons mieux utiliser pour des raisons économiques, mais également, je dirais, pour faire évoluer notre vision du monde. Mais Anne-Marie Descotes, quelle est l'image de la France notamment dans ces pays dont vous parlez, alors que, par exemple, lorsqu'il y a eu un afflux massif de migrants en Europe, la France s'est pas spécialement distinguée par sa volonté d'accueillir plus que notamment l'Allemagne, par exemple. Et l'Allemagne a été à ce moment-là, en tout cas à l'automne et à l'hiver 2015-2016, la destination numéro 1 des gens qui ont voulu rallier un pays européen en paix et prospère. Donc l'attractivité de la France, c'est un peu compliqué quand même, non ? Alors, bon, je pense qu'on ne peut pas... il faut distinguer l'attractivité en général sur laquelle nous travaillons pour les étudiants, pour les investisseurs, pour les entreprises, pour les touristes, et puis ce qu'on peut appeler l'attractivité pour les migrants. Oui, mais c'est des gens qui il faut distinguer les migrants et les réfugiés. Alors, la question que vous soulevez, elle était effectivement extrêmement complexe à régler. On a vu la difficulté devant laquelle s'est trouvée aussi Mme Merkel, même si elle a eu ce courage extraordinaire d'ouvrir les portes à un moment donné. Je crois que ce qu'il faut regarder, c'est ce que nous faisons pour traiter la problématique des migrants. Aujourd'hui, il y a dans le monde à peu près 120 millions de personnes qui migrent. Il y a celles qui migrent pour des raisons volontaires et d'autres pour des raisons forcées. Il y en a la moitié qui sont des réfugiés. La moitié sont des réfugiés. Il y en a à peu près 20 ou 25 millions qui sont obligés de partir en dehors de leur territoire, d'autres qui migrent à l'intérieur de leur territoire. Pourquoi ? Pour des raisons économiques, pour des raisons climatiques, pour des raisons de mauvaise gouvernance, pour des raisons de conflits. Comment est-ce qu'on les traite ? C'est un enjeu absolument colossal aujourd'hui. Et nous regardons bien sûr ce qui se passe en Europe, mais il faut savoir que les migrations sud-sud sont tout à fait considérables. Nous ne pouvons apporter de réponses solides, là aussi, qu'en travaillant de manière partenariale. Nous travaillons, nous, au premier chef, avec les Européens, et au sommet de La Valette, en décembre 2015, a été décidée la création du Fonds fiduciaire d'urgence, près de 2 milliards d'euros. La moitié est en voie d'être dépensée parce qu'il y a déjà un très grand nombre de projets qui ont été mis en œuvre autour du lac Tchad, de la zone Sahel et de la Corne de l'Afrique. Une nouvelle série de projets vient d'être adoptée et nous poussons à la mise en œuvre très, très rapide. L'intérêt de ce fonds fiduciaire d'urgence, c'est précisément cela, c'est-à-dire qu'on n'est pas devant un programme qui suit des rythmes lents avec la procédure habituelle de comitologie comme nous la connaissons au sein de l'Union européenne, mais où justement on agit dans l'urgence en partenariat avec les gouvernements, c'est-à-dire pas simplement les donateurs et les bailleurs, mais également les récipiendaires. Et donc, je crois que c'est dans ce travail partenarial qu'on peut trouver les solutions qui permettront aux migrants de trouver une solution. On a l'impression quand même qu'en matière d'urgence, il y a différentes définitions de ce que peut être l'urgence. Parce que là, on est en pleine vague de froid. Il y a des morts en Méditerranée qui prennent la Méditerranée, qui meurent en ce moment même. On ne voit pas vraiment de sursaut en ce moment même. Mais alors, on peut effectivement pas éviter l'ensemble de ces situations tout à fait tragiques. 5 000 morts en 2016, c'est un record.
C'est trop, bien sûr, bien sûr. Et parmi les mesures qui sont prises au niveau de l'Union européenne, il y a cette coordination avec les États du pourtour de la Méditerranée pour essayer de contenir les flux, d'aider et de rescaper les personnes qui sont dans ces situations difficiles. Et donc, les programmes qui sont mis en œuvre sur la base du Fonds fiduciaire d'urgence touchent aussi cette action en Méditerranée. Christophe Ayad. Anne-Marie Descotes, lors de ses vœux de Nouvel An, le président Hollande a dit qu'il ne laisserait pas remettre en cause l'accord de Paris sur le climat. Quel moyen a la France de le faire respecter si jamais, par exemple, un partenaire important comme les États-Unis décide de s'en affranchir? Alors, bien sûr. Il n'y a aucun moyen d'obliger un pays à l'appliquer, même s'il l'a signé. Bien sûr, et c'est une des questions que nous nous posons depuis l'élection de Donald Trump, puisqu'il y a eu un certain nombre d'expressions publiques sur ce sujet qui peuvent laisser penser que certains dans la nouvelle administration voudront s'en affranchir. Comme on dit, oui. Qui sont climato-sceptiques. Je crois qu'il y a pas mal d'éléments positifs qui peuvent nous laisser espérer que là aussi, le pragmatisme de Donald Trump finira par pencher en faveur de l'accord de Paris. C'est d'abord les choix que font les entreprises, majoritairement pour le gaz et pour les énergies non polluantes. C'est le fait que deux grands pollueurs, surtout la Chine et l'Inde, ont annoncé par anticipation les prévisions, le plan qu'elles veulent mettre en œuvre sur les 5 ans qui viennent, et elles annoncent toutes les deux des passages aux énergies renouvelables bien plus importants que ce qu'elles avaient annoncé dans le cadre de l'accord de Paris. Donc il y a quand même une pression qui va s'exercer sur les États-Unis, sur les entreprises américaines. Donc je le disais, beaucoup ont déjà opéré une révolution technologique. Et donc, je crois que les intérêts économiques montreront peut-être que si l'on veut pouvoir continuer à se développer sur le long terme en préservant la planète, l'accord de Paris est indispensable et doit être mis en œuvre. Vous n'avez pas l'impression qu'on est rentré un peu dans l'ère du chacun pour soi et plus tard on verra et on s'en fiche? Enfin, il y a quand même un discours un peu qui est en train d'émerger là-dessus. Les gens ne sont plus forcément climato-sceptiques, mais il faut de la croissance maintenant, il faut sauver le charbon, il faut sauver notre industrie pétrolière, etc., etc. Non, je n'en suis pas sûre, parce que ce qu'on ne sait pas encore assez, c'est que les évolutions technologiques sont là et que, encore une fois, des grands groupes ont d'ores et déjà engagé la transition. Si vous parlez avec des groupes français comme Engie, Veolia, vous voyez que la transition, elle est plus qu'engagée. Et donc, lorsque des groupes de stature internationale ont déjà engagé ces transformations, ça veut dire qu'ils ne sont pas les seuls et que ces évolutions sont à l'œuvre et qu'il faut que, je dirais, derrière, les secteurs de l'économie s'organisent en fonction de ce nouveau modèle de production. Et autre et de point, développement. puisque le climat fait partie de vos attributions, on a l'impression que le réchauffement va beaucoup plus vite que prévu. Est-ce que les objectifs de Paris ne sont pas déjà dépassés? C'est-à-dire qu'il faudrait relever la barre pour arriver à ce qu'on avait décidé à Paris. Les 2 degrés, le réchauffement des 2 degrés maximum. Voilà, on a l'impression que, par exemple, enfin c'est pas une impression, le réchauffement, notamment dans la région arctique, est beaucoup plus rapide que ce qu'on pensait. Ben effectivement, il y a beaucoup d'informations aujourd'hui à ce sujet et je crois qu'il est important d'écouter les scientifiques. Si on a réussi l'accord de Paris, c'est en partie parce qu'on a donné une large place et largement la place pour s'exprimer aux scientifiques. Lorsque l'accord de Paris a été finalisé, nous savions que c'était vraiment le minimum qu'il fallait faire. Et donc, je dirais qu'il n'est pas étonnant de voir aujourd'hui qu'il y a un risque que les choses
empire et se dégrade plus rapidement. Les décisions qui ont été prises par Barack Obama dans les dernières semaines de son mandat concernant l'interdiction des forages en Arctique montrent qu'il y a une prise de conscience très forte et que je ne crois pas donc qu'on puisse dire qu'il y ait un retour vers le chacun pour soi. Je pense que dans ce domaine-là, notre activité nous ne devons pas baisser la garde et nous devons continuer, nous, à travers justement notre réseau, nos instituts de recherche, une activité de plaidoyer, de débat d'idées, de sensibilisation des opinions, parce que la société civile, qui a joué un rôle majeur dans la réalisation et dans la finalisation de l'accord de Paris, peut en jouer un aujourd'hui pour la mettre en œuvre. Si vous me permettez encore une seconde, je voudrais appeler l'attention sur ce sommet qui a eu lieu début décembre à Paris, le partenariat pour un gouvernement ouvert. C'est un sommet qui a été organisé par la France, qui a pris la tête de ce partenariat pour un an. C'est une organisation multilatérale qui est portée par la société civile et par des États et qui est fondée sur l'idée que pour mettre en œuvre des politiques, il faut absolument que les États soient redevables et soient sous le contrôle permanent des opinions publiques. Et que pour cela, ils agissent dans la transparence. Et le sujet central qui avait été retenu pour ce sommet, c'était justement l'accord de Paris. Parce que nous sommes bien conscients que s'il n'y a pas une transparence et une redevabilité et la possibilité pour les sociétés civiles et pour les ONG de suivre ce que les États font et de vérifier s'ils font ce qu'ils se sont engagés à faire, on n'arrivera pas aux résultats espérés. Anne-Marie Descotes, la France est connue ou s'appuie sur, au fond, sa culture, sa langue pour rayonner dans le monde. Elle s'appuie aussi sur la technologie. D'ailleurs, la broche que vous arborez en est le symbole. Ça marche, la technologie française dans le monde ? Absolument, et ce petit coq est effectivement le symbole de la French Tech, qui est une initiative qui a été lancée pour accompagner les startups innovantes à l'international. Elles sont extrêmement présentes en ce moment au Grand Show de Las Vegas, qui est le premier salon grand public. On voit beaucoup de politiques français d'ailleurs. Absolument. J'ai dit tout à l'heure, le numérique et les startups innovantes, nous les accompagnons aussi en Afrique, et nous travaillons beaucoup avec les jeunes des diasporas pour les aider à se positionner sur ce terrain. Le numérique est un terrain absolument, je dirais, alors typique de la mondialisation. Hein. Il a accéléré la mondialisation. Il change pour nous notre pratique professionnelle. On ne fait plus du rayonnement et de l'influence de la même façon avec les technologies numériques. Et c'est en même temps un domaine dans lequel nous sommes performants, dans lequel nous avons une expertise reconnue et que nous voulons aider à s'exporter. Je voudrais évoquer maintenant, puisque vous êtes aussi en charge du tourisme. Oui. Il y a l'état d'urgence depuis 2 ans en France. Est-ce que pour vous, ce n'est pas un obstacle et une difficulté à développer ce secteur ? Alors, le secteur du tourisme fait l'objet d'une attention particulière depuis 4 ans et depuis le lancement par Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre, en novembre 2013, des Assises nationales du tourisme qui ont permis de mettre en œuvre un très grand nombre de chantiers très concrets. Là-dessus sont arrivés les attentats et effectivement l'état d'urgence, absolument, il y a exactement 2 ans. C'est évidemment quelque chose qui pèse sur le tourisme. On l'a vu notamment cet été après l'attentat de Nice. Mais aujourd'hui, je dirais que malheureusement, c'est une réalité avec laquelle nous devons vivre. Et on a vu malheureusement à Berlin au mois de décembre que nous n'étions pas les seuls touchés. Je crois qu'aujourd'hui, la réponse en termes de sécurité du gouvernement apparaît crédible, puisque après une phase de stagnation, nous avons constaté là, en cette fin d'année, une reprise et 5% d'augmentation dans les commandes. Donc ça veut dire que l'objectif très ambitieux que nous nous sommes fixés d'atteindre 100 millions de touristes en 2020, eh bien, il pourra peut-être être tenu. En tout cas, il y a une légère reprise. Nous devons l'encourager. Nous devons continuer de travailler avec les professionnels, ne pas négliger la sécurité, faire savoir ce que nous faisons pour la sécurité des touristes, pour leur confort et la qualité de l'accueil. Et je pense que nous arriverons à surmonter ce déficit d'image. Mais malheureusement, la question de la violence ne s'exerce pas qu'en France.
Merci Anne-Marie Descoings d'avoir été la première invitée d'International en 2017. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international. Je ne me lasse pas de dire votre titre. Vous êtes plus simplement en charge de l'influence et du rayonnement de la France dans le monde au ministère des Affaires étrangères. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité. Nous nous retrouverons la semaine prochaine à Bamako à l'occasion du sommet Afrique-France. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur les antennes de RFI, de TV5 Monde et bonne lecture du quotidien Le Monde.